Bon alors, ce matin, on fait Ruffin décrypte. Ça va pas être aussi bien que Hugo décrypte, parce que lui, il vous ferait la réforme des retraites en 1 minute, et moi, je pense que va me falloir 30 minutes, avec quand même un PowerPoint, un plan, des graphiques, enjeu social, enjeu démocratique, enjeu écologique, à partir de mon petit bouquin, Le temps d'apprendre à vivre. Alors, que dit Macron? Macron, il dit, parce que nous sommes en train de vivre un moment grave pour notre pays, notre continent, il faut travailler plus et produire plus. Il faut faire travailler les Français plus longtemps, c'est dégager les moyens pour financer d'autres grands chantiers, la santé, l'éducation, la dépendance, la transition écologique, tout en remboursant leurs dettes et sans augmenter les impôts. Bref, c'est un peu un remède miracle parce que ça va tout résoudre. Et la mesure phare donc de sa réforme, c'est passer de 62 ans pour partir à la retraite à 64 ou 65 ans. Un enjeu social. D'abord, il faut dire le miracle des retraites. Tu vois, pendant des siècles, pendant des millénaires, vieillir dans les classes populaires, quand on avait la chance de vieillir, c'était vieillir dans la misère, au crochet de ses enfants, à l'hôpital, à la charité. Et ça apparaissait comme une fatalité, presque dans l'ordre naturel des choses. Arrive Ambroise Croizat, ministre des Travailleurs, en 1945, qui fait deux choses, qui fait le minimum vieillesse et qui fait les retraites. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit en une génération? Et tu vois, on le voit sur cette courbe. C'est un miracle. C'est un miracle, pourquoi? Parce que dans les années 70-80, le taux de pauvreté des personnes âgées est divisé par 4. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de notre pays, la pauvreté chez nos aînés passe sous la moyenne nationale. Ça veut dire que là, une décision politique est venue briser une fatalité millénaire, quelque chose qui appartenait à l'ordre naturel des choses. Donc, c'est un trésor, cette retraite. C'est un trésor aussi parce que Ambroise Croizat a réussi son pari de faire un nouvel âge de la vie. Quand on discute avec des gens qui partent à la retraite, là, à qui on vient de remettre la médaille du travail pour leurs 40 années chez Bonduelle, ils disent que leur petite fille est toute contente parce que les grands-parents s'occupent d'elle, qui vont pouvoir retourner à la pêche, qui vont aller à s'occuper, diriger un club de foot. Donc, tu vois, c'est une nouvelle étape de la vie. Déjà, on voit ce que ça a donné de passer de 60 ans à 62 ans. Déjà, ce trésor a été en partie rogné. Comment on le voit? On le voit dans les témoignages. Si tu veux, quand j'interroge Morissette, qui est agent d'entretien dans un pôle logistique à Amiens-Nord, elle t'explique comment elle s'est fait opérer au poignet, elle s'est fait opérer au coude, elle s'est fait opérer aux épaules. Elle est arrivée au boulot avec des bandages partout. On l'a surnommée Robocop, tellement elle était bandée. Et elle a dû arrêter pour inaptitude parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était usée de partout. Et ça, si tu veux, là, je te raconte ma petite histoire. Tu sais, ça fait l'effet toujours hurler dans l'hémicycle quand je dis Morissette, agent d'entretien sur un pôle logistique. Mais c'est statistique. Depuis 10 ans, donc depuis qu'on a rallongé de 60 ans à 62 ans le départ légal de l'âge de la retraite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une augmentation de 157%, donc ça a plus que doublé, de seniors au RSA. Vous pouvez retenir ça, plus 157% d'augmentation en 10 ans de seniors au RSA. C'est aujourd'hui un Français sur deux, on le sait, qui a 60 ans ne travaille pas, mais c'est 1 sur 4 qui n'est ni en emploi, ni en retraite. Un Français sur 4, 28% très exactement, des Français qui ne sont ni en emploi, ni en retraite à 60 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont là dans un espèce de sas de pauvreté, où ils n'ont pas encore le droit à leur pension méritée, et ils n'ont plus le salaire non plus. Donc, ils sont dans un espèce d'entre-deux, avec du RSA, avec de l'allocation adulte handicapé, avec de l'inaptitude, et il s'agit d'attendre le moment où on va surmonter ça avec de la retraite. Patrick, qui travaillait dans la restauration, à 60 ans, il s'est fait larguer, sans doute parce qu'il courait pas assez vite comme serveur d'une salle à l'autre. Après 2 ans de chômage, il s'est retrouvé au RSA à 600 € et heureusement, est arrivé plus tard la retraite, mais il a dû déménager, il s'est retrouvé dans un petit appartement d'une seule pièce, à vivre avec sa femme dans une chambre, juste, qui servait aussi de salle à manger et de salon. Et enfin, il a raccroché la retraite et ça lui a fait doubler presque ses revenus. Il est retrouvé à nouveau à 1100, 1200 €. C'est pas le paradis, mais c'était déjà ça. Et donc, en passant de 60 ans à 62 ans, on a créé ce sas de pauvreté pour plein de personnes, mais là, en l'allongeant de 62 à 64 ans, ça va faire agrandir ce sas de pauvreté. D'ailleurs, presque le premier opposant à la réforme Macron, c'est Macron lui-même.
il y a 3 ans seulement, tu vois, c'est pas si vieux que ça, il disait, quand on est peu qualifié, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, laissez l'emploi, c'est plus bon pour vous et on va expliquer aux gens, mes bons amis, travailler plus longtemps, ça serait hypocrite. Et j'invite les gens que j'entends dire de manière simpliste, c'est ça la solution, d'abord de regarder la société. Ben, la société, c'est en effet, à 60 ans, un Français sur 4 qui n'est ni en emploi, ni en retraite. Et c'est pas également réparti. Tu as l'évolution chez les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Ce que tu vois en marron qui grossit, c'est ça. C'est la part des gens qui ne sont ni en emploi, ni en retraite. Ça demeure contenu. Mais regarde ce que ça donne chez les ouvriers. Là, tu vois, la part de marron, elle augmente très sérieusement. Et en fait, tu as un tiers des ouvriers, même un peu plus, qui se retrouvent ni en emploi, ni en retraite, et donc ça veut dire qu'ils passent par un long sas de pauvreté avant de récupérer les droits à la retraite. Et quand ils ont une retraite, ensuite, les réformes qui ont eu lieu, ce ne sont pas des réformes égalitaires, ce sont des réformes qui ont touché de manière diverse les revenus. Sur les hauts salaires, ça a fait baisser de 3%, mais sur les bas salaires, ça a fait baisser de 6%. Donc le double, on est sur des réformes très inégalitaires. Ils disent qu'ils vont corriger, peut-être, on verra bien, avec de la pénibilité. Tu te souviens de la phrase de Macron, « Je n'aime pas le mot pénibilité ». Et surtout, il avait éliminé 4 critères de pénibilité. Quand tu fais du marteau-piqueur et que ça vibre toute la journée, c'est pas pénible. Quand tu respires des produits dangereux, c'est pas pénible. Quand tu portes des charges lourdes, c'est pas pénible. Quand tu dois te baisser, te relever, te baisser, te relever, c'est pas pénible. Voilà tout ce que Macron avait éliminé de la pénibilité. Se souvenir que on est là dans l'après-crise Covid. Qu'avait déclaré le président de la République? Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et sur ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Or, non seulement derrière la crise Covid, il n'y a pas eu de récompense pour les travailleurs de la deuxième ligne, pour les agents d'entretien, pour les auxiliaires de vie sociale, pour les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, pour les travailleurs du bâtiment, pour les caristes, pour les manutentionnaires, pour ces 5 millions de travailleurs qui ont continué à bosser pendant que les graphistes, pendant que les députés, pendant que les journalistes pouvaient plus tranquillement rester chez eux ou dans leur résidence secondaire. Non seulement il n'y a pas eu de récompense, mais il y a en fait une double peine derrière. La première peine, c'est que l'inflation, elle vient d'abord rogner sur ces salaires-là, leur maigre pouvoir d'achat, c'est la première chose, parce qu'il n'y a pas d'indexation des salaires. Et la deuxième peine, c'est que cette réforme des retraites, elle va peser, comme les précédentes, davantage sur les catégories populaires, davantage sur les travailleurs de deuxième ligne, dont le corps ou l'esprit sont usés à 59, 60 ans quand on arrive là et quand on en a marre. C'est pas qu'on n'aime pas son métier, mais à un moment on en a marre. Cette réforme des retraites, elle va venir peser davantage sur ces travailleurs de la deuxième ligne, tu sais, avec une vision du travail dans la Startup Nation qui fait que maintenant on serait à l'ère de l'immatériel, du numérique, qu'on enverrait juste des courriels et que ça serait ça le travail. Quand tu vois les études de la DARES qui te disent que au milieu des années 80, il y avait 12% des travailleurs qui avaient 3 contraintes physiques, marcher beaucoup, se baisser, porter des charges, on penserait que ça a diminué depuis. Eh bien non, c'est passé de 12% à 34%. Donc en vérité, le travail s'est alourdi, le travail s'est intensifié depuis cette époque-là, et ça ne justifie pas du coup que, en particulier pour ces métiers, mais je dirais pour tous les métiers, on rallonge de 2 ans l'âge d'accès à la retraite. Ça, c'est le premier enjeu qui est un enjeu social. Deuxième enjeu qui me paraît encore plus important presque, c'est l'enjeu démocratique. Et en fait, c'est là que je trouve que Macron, il opère une folie. Quel est le moment que nous vivons? Nous avons traversé, je viens de le dire, 2 années de crise Covid qui font que les Français sont usés, que les Français sont exaspérés. Derrière, on a la guerre en Ukraine, on a les prix qui bondissent dans les supermarchés, on a les salaires qui ne suivent pas, on a des factures d'énergie, on se demande même si on aura d'électricité cet hiver. Sur le plan politique, on a un président de la République qui est réélu sans projet, sans enthousiasme, qui derrière a une majorité de raccros à l'Assemblée nationale. Se souvenir que dans un coin comme le mien, il n'arrive même pas à envoyer la moitié de ses députés au 2e tour. Je ne parle même pas de les faire élire, mais juste les envoyer au 2e tour. Et c'est sur cette base sociale extrêmement réduite qu'il prétend faire une réforme à laquelle 7
à 8 Français sur 10 sont opposés. Une opposition qui est une opposition de classe encore plus importante, c'est-à-dire qu'on est à 72% en moyenne dans la population, mais on est à 90% chez les employés, à 82% chez les retraités, mais même les cadres sont contre, les professions intermédiaires, et les retraités qui sont à l'abri, hein, ceux qui sont le moins défavorables à cette réforme, c'est eux qui n'auront pas à en pâtir. Mais même eux, c'est près de 70%. Et les Français proposent des alternatives. Est-ce que ça serait une baisse des montants des retraites? Ils y sont largement opposés. Est-ce que c'est la hausse de l'âge de départ légal à la retraite? Ils y sont opposés. Mais en revanche, ceux qui réclament, c'est une hausse des impôts ou des taxes pour les foyers les plus aisés pour financer le système de retraite. Voilà. Simplement, ils demandent de la justice fiscale et donc de la justice sociale dans ce pays. Qu'est-ce que ça produit quand Macron met en place ce qu'ils appellent une réforme courageuse? C'est les deux mots, ils vont tout le temps ensemble. Quand ils font la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est une réforme courageuse. Quand ils font des lois sur le marché du travail, c'est une réforme courageuse. C'est toujours le courage d'aller contre le peuple et avec les marchés financiers. Bon, c'est le courage d'aller contre les faibles, contre les infirmières, contre les soignants, contre les caristes, contre les agents d'entretien, mais pour la finance internationale. Et voilà leur courage. Bon, mais quand ça se produit, qu'est-ce que ça installe dans le cœur des gens? Ça installe du ressentiment. Et pour moi, ça va être une espèce de troisième couche. Il y en a déjà eu plusieurs. Les gens se disent, mais si c'est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie? C'est la même chose qui s'est produit avec le traité constitutionnel européen, où à l'époque, tu avais 55% des Français qui ont voté non, mais c'était 81% chez les ouvriers, 71% chez les employés, 67% chez les chômeurs. Bref, c'était un vote de classe très très massif qui s'était produit à l'époque sur la concurrence libre et non faussée, la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ça ne serait pas 55%, mais 60%, 65%, que jamais ils ne poseront la même question. Donc, ils ont pu croire qu'ils avaient gagné avec le traité de Lisbonne en passant par-dessus ce vote des Français, mais en vérité, là encore, ça installe du ressentiment. Si c'est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie? Et de la même manière avec le mouvement des Gilets jaunes, quand tu as 1 million, sans doute au-delà de Français qui, le 17 novembre 2018, sortent sur les ronds-points, mais qu'en vérité, ils sont à l'époque approuvés par 90% des Français et une approbation encore plus massive dans les classes populaires. Si on sort de ça, d'un mouvement aussi massif, sans un compromis social sur l'impôt de solidarité sur la fortune, sur la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, sur le référendum d'initiative citoyenne, et qu'on fait le blabla du grand débat, Macron peut croire qu'il a gagné, mais au fond, il installe toujours la même chose dans le pays, c'est-à-dire du ressentiment. Si c'est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie? Et à mon sens, c'est vraiment jouer avec le feu. Quand tu es dans une Picardie comme la mienne, où 8 députés sur 17 sont maintenant d'extrême droite du Rassemblement national, encore creuser le sillon du ressentiment, encore avoir une élite qui décide contre les gens, ça me paraît, oui, relever de la folie. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu écologique, que je veux lier à l'enjeu social. Quelle était l'histoire du mouvement ouvrier? C'était à la fois une fierté par le travail, vivre de son métier, mais aussi libérer du temps hors travail. Le travail des enfants, le congé maternité, les congés payés, le dimanche chômé, le samedi à l'anglaise, et évidemment, au bout de l'existence, cette nouvelle étape de la vie, la retraite. Et pendant un siècle, il y a eu une diminution du temps de travail jusqu'en 1982. 1982, on a à la fois une 5e semaine de congés payés et en même temps la retraite à 60 ans. Et il faut savoir qu'à l'époque, quand on interroge les Français, quand on fait des sondages pour demander que va devenir la retraite, les Français répondent très massivement, bientôt, ça sera à 55 ans. Parce que c'est le sens de l'histoire. C'est Keynes qui disait qu'à la fin du XXe siècle, on ne travaillerait plus que 20 heures par semaine. C'est Jean Fourastier qui publie un livre pour dire que, bon, finalement, 40 000 heures de travail dans son existence, ça suffira. Je crois que c'était 35 ans, 30 heures. Tu vois, un truc comme ça. Mais enfin, voilà, on allait vers une diminution. Pourquoi on a fait un grand bond en arrière? Pourquoi le cours de l'histoire s'est inversé? Ça vient des États-Unis, ça vient de Reagan. Il faut savoir que les USA étaient jusque dans les années 70 le pays d'Occident où on travaillait le moins. Tu peux imaginer ça? Ils travaillaient moins qu'en Allemagne, bon d'accord, mais ils travaillaient moins qu'en France, moins qu'en Italie. Reagan arrive, il libère les énergies, comme dit notre Macron aujourd'hui, ça produit une explosion des inégalités, avec
le rapport entre le PDG et ses salariés qui passe de 1 à 20 à 1 à 250. Et ça produit des gens qui courent après les bouts de boulot dans les classes populaires pour aller vers une consolation aussi. Et donc, on a une augmentation massive du temps de travail. Moi, j'ai vécu 1 an aux États-Unis. Tu peux aller chez Walmart, donc leur Carrefour là-bas, la nuit. Et tu as à la fois des étudiantes qui tiennent la caisse pendant la nuit et derrière des femmes très âgées qui te mettent tes produits dans des petits paquets et des messieurs à moitié handicapés et âgés aussi, qui rassemblent les chariots sur le parking. Donc, hausse du temps de travail aux États-Unis, et ça arrive en Europe de manière atténuée. Dans les années 85-95, on continue sur le mouvement historique et l'Europe diminue encore son temps de travail de 3%. Mais à partir de 95, on est lancé dans la compétitivité, dans cette concurrence à l'international, et on réaugmente notre temps de travail de 8% entre 95 et 2005. Et donc on est dans cette dynamique-là où il faut travailler plus pour consommer plus, pour produire plus, pour être plus compétitif, plus concurrentiel à l'international. Et comme un hamster dans la roue, on est lancé dans cette mondialisation-là. Alors on peut se demander où ça passe, je veux dire, où passe ce travail supplémentaire et où passent les gains de productivité, puisque entre-temps on a eu l'informatique, l'électronique, le numérique, tout ce qui est Internet et compagnie. Ça passe dans les dividendes. Au début des années 80, on travaillait 1 semaine par an pour les actionnaires. C'est aujourd'hui passé à 4 semaines par an. Donc déjà, ils nous ont gratté 3 semaines de ce côté-là. Et ça passe surtout de manière massive dans les besoins artificiels. Il faut une plus grosse voiture, il faut une piscine possiblement, il faut avoir le dernier iPhone. Un iPhone 13 en France, c'est 90 heures de travail. Donc c'est 2 semaines et demie à peu près qui sont consacrées pour acheter ton nouveau téléphone. Bon. Et enfin, c'est le sous-emploi. On peut avoir une diminution du travail quand même, mais non pas de manière choisie, non pas de manière organisée, mais par un chômage de masse ou par, à la place d'avoir des temps pleins, salaire plein, avoir des bouts de boulot avec des temps partiels subis, avec de l'auto-entrepreneuriat, avec des contrats d'intérim, des alternances de chômage et de CDD. On reviendra sur les transformations du marché de l'emploi dans une autre vidéo didactique. Et il faut voir que plus de travail signifie plus de pollution. Je vous les passe, mais il y a 2500 articles scientifiques qui disent qu'en gros, quand on augmente le temps de travail, on augmente la pollution. Quand on diminue le temps de travail, on diminue la pollution. Pourquoi, entre autres? Parce qu'on produit moins, mais aussi parce que ce qu'on consomme est différent. En fait, ça construit un rapport au temps différent. Si jamais, et tu vois, je le ressens même moi dans ma vie, tu as peu de temps de loisirs avec tes enfants, il faut le rentabiliser. Et il faut faire beaucoup de choses en peu de temps. Et donc, en fait, ce sont souvent des loisirs qui consomment de l'énergie. Et si jamais tu as du temps, eh ben, tu peux faire le gâteau avec tes enfants. Et finalement, ça va moins polluer que d'aller l'acheter en supermarché. Donc, le loisir devient moins émetteur de gaz à effet de serre. Donc, le loisir devient moins polluant. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le chemin du progrès? Parce que je te dis, les États-Unis, ils ont augmenté leur productivité. Mais ça a donné quoi? Est-ce que ça a donné du mieux-être? Taux d'incarcération, taux d'obésité, taux de mortalité infantile, taux de pauvreté, tout ça n'a pas diminué aux États-Unis, mais au contraire explosé en même temps qu'on augmentait le temps de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit dans une époque nouvelle dans notre histoire. Cette époque nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de lien entre le produire plus et le bonheur. Le plus ne signifie plus le mieux. Tu le vois sur ce graphique, qui pour moi est un graphique clé. Là, tu as un classement des pays en abscisse, donc ça veut dire en bas, tu vois, à l'horizontale. Tu as un classement des pays selon leur PIB par tête. D'accord? Combien chaque habitant produit. Et en haut, tu as l'espérance de vie, en ordonnée. Tu vois que dans les premières étapes de développement, eh ben, en effet, plus on a de revenus, plus on s'élève. Pourquoi? Parce que le revenu, il va à l'éducation, il va au logement, il va à la santé, il va à la nourriture, il va aux besoins fondamentaux. Mais une fois que tu arrives à partir de 20 000 $ par tête de pipe, si on fait un zoom sur ces pays développés, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de corrélation entre
le revenu par habitant et l'espérance de vie. S'il y avait une corrélation, on aurait une courbe, quasiment une ligne. Et là, tu as une répartition qui est à peu près aléatoire, notamment avec les États-Unis qui sont le pays le plus riche, et tu vois, qui est très bas. Donc, il n'y a plus de lien aujourd'hui entre les deux. Donc, ça veut dire qu'il nous faut chercher un autre chemin du progrès que ce que recommande Macron, travailler plus, produire plus, consommer plus. C'est presque une vision humaniste, c'est une vision écologique parce que, évidemment, on va moins détruire la planète, mais aussi c'est quelle vision on a de l'homme et de la femme. Est-ce qu'on doit être des hamsters dans une cage? Est-ce qu'on doit être des robots? Est-ce qu'on doit être des machines à produire et à consommer? C'est le même homme, Macron, qui nous a remis le travail du dimanche. Et c'est pas un hasard que ce jour où on n'était pas lié au supermarché, il faut qu'il rouvre à la fois pour la consommation et pour les salariés qui y travaillent. Donc j'ai posé injustice sociale, folie démocratique, naufrage écologique. Pourquoi alors mener cette réforme des retraites? Alors il te répète que déficit, il y aura 12 milliards de déficit en 2027 et ça fera 100 milliards de déficit cumulé entre 2027 et 2037. Avec un discours un peu catastrophiste, tu vois, Elisabeth Borne qui te dit les chiffres sont là, ils sont implacables, on a un déficit qui dépassera les 12 milliards d'euros en 2027, on doit progressivement travailler plus longtemps. Bon, le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, qui n'est pas du tout un organisme gauchiste, déclare « Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. » Bon, c'est pour dire tout va plutôt bien, quoi. Dans son programme de stabilité qu'il envoie à Bruxelles, que j'appelle son programme caché pour 2022-2027, Emmanuel Macron s'engageait d'une part sur la baisse des impôts de production dès 2023, donc c'est ce qu'on appelle la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. On n'a pas voté ça cet automne parce qu'il y a eu 49.3, mais c'est quand même la principale mesure. C'est 8 milliards d'euros en moins, et c'est notamment les firmes qui en profitent le plus, aux 2/3. Et il liait ça dans le programme de stabilité, Emmanuel Macron, donc en moins une baisse des impôts sur les entreprises, et de l'autre côté, il disait que ça serait financé notamment par une réforme des retraites qui contribuera à un objectif de stabilité de la dépense publique. Donc on avait un espèce de vase communicant entre d'un côté baisse des impôts pour les grandes entreprises et de l'autre côté réforme des retraites. Dire l'indécence de tout ça, on est dans un temps où, y compris à la une des Échos, on a dividendes records pour les entreprises du CAC 40, 44 milliards d'euros. Les 2/3 de ça, c'est-à-dire 30 milliards d'euros, vont aux 0,1% des foyers les plus riches en France, à qui on a déjà supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, la flat tax, l'exit tax, et ainsi de suite. On a eu un triplement des 5 premières fortunes françaises en un mandat de Macron. Bref, c'est le gavage en haut. Et non seulement on rationne les gens en bas, sur à peu près tout, sur leur salaire, sur la facture d'électricité, mais on va en plus venir rogner leur retraite pour financer la CVAE, la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Quand on met côte à côte ce que va rapporter la baisse des pensions de retraite de Macron, c'est en bleu, et ce que va coûter la baisse des impôts de production, eh ben on voit qu'on arrive à un équilibre. L'un finance l'autre. Et on comprend donc que quand on interroge les Français, tu vois, ils sont pas bêtes. On leur demande qu'est-ce qu'il faut faire pour financer les retraites. Est-ce qu'il faut baisser les retraites? Ils répondent non, très massivement. Est-ce qu'il faut allonger l'âge de départ à la retraite? Ils répondent non, très massivement. Et en revanche, est-ce qu'il faut financer ça par un impôt sur les grandes entreprises, sur les plus riches? Là, ils répondent oui. Il y a un désir de justice sociale et de justice fiscale dans notre pays. On va répondre avec des chiffres. Et je veux dire, là, j'ai pas dit que les statistiques que je donne, elles s'appuient sur des trucs très officiels, ministère du Travail, ministère des Solidarités, mais aussi sur les travaux de chercheurs du collectif Nos Retraites et notamment de Michael Zemmour. Alors plus concrètement, comment financer les retraites et même financer la réforme qu'on veut puisqu'on souhaite toujours passer à 60 ans après 40 annuités? La première réponse, c'est le partage de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que si jamais tu payes mieux les gens, qu'il y a une indexation des salaires sur l'inflation, eh ben forcément, ça va donner davantage de cotisations et ça va aussi participer à financer les retraites. Or, bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais la valeur ajoutée, elle a glissé de 10 points du travail vers le capital, et c'est évidemment là-dessus, sur ces 150 milliards d'euros à peu près par an, il n'y a pas de cotisations qui sont payées par les salariés. Ensuite, évidemment,
on ne supprime pas la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Et ça fera 8 milliards d'euros minimum par an. On a déjà 2 tiers des 12 milliards d'euros que réclame Elisabeth Borne. Troisièmement, et là c'est des suggestions du chercheur Michael Zemmour. Et donc il dit, bah voilà, ce qu'il faut faire, c'est supprimer les exonérations, notamment sur les plus hauts salaires, et rien que ça rapportera 2 milliards d'euros. Il dit, on pourrait aussi penser qu'il n'y a pas à plafonner les dépenses de retraite à 14% dans le PIB, puis alors qu'il va y avoir de plus en plus en effet de personnes âgées, qu'il peut y avoir un relèvement de ça, qu'on peut passer au-dessus de ces 14%, et que par exemple si on met 0,8% de cotisation supplémentaire, rien qu'à ça tout seul, ça nous payera 12 milliards d'euros. Mais franchement, en vérité, je pense pas qu'on soit dans un vrai débat comptable de chiffres, ça n'en est que le prétexte. Et je pense que Macron dit plus la réalité quand il énonce, lors d'un dîner à l'Élysée, ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur. Et je ne vais pas la lâcher au bout de 6 mois. Je pense qu'on est dans un enjeu qui est beaucoup plus directement politique, moins sur les déficits, moins sur l'économique, mais qu'il s'agit de marquer son pouvoir. Or, le pouvoir se marque sur le temps. Le contrôle du temps au 19e siècle, c'était la marque du patron. On passait sous l'horloge. Il y avait l'interdiction ensuite pour les ouvriers d'avoir leur propre montre. Le temps est contrôlé par le pouvoir. Et le corps aussi est contrôlé par le pouvoir. Et quand on dit que tu vas travailler des années supplémentaires, c'est aussi un contrôle sur les corps. Donc je pense que là, c'est un marqueur d'autorité. Et il ajoute, Emmanuel Macron, c'est pour renouer avec une ambition réformatrice, tu vois. Mais quelle ambition là-dedans? C'est une ambition de petit comptable de la République, quoi. Dans un temps où on doit affronter le choc climatique, en une génération, sa génération à lui, ma génération à moi, en une génération, on a 1 tiers des oiseaux qui ont disparu, on a les 2 tiers des vertébrés, on a 90% des lombrics. J'aime bien beaucoup les vers de terre. Donc tu vois, tu as une disparition du vivant dans les airs, sur terre, et même sous terre, et son ambition réformatrice, c'est de se dire, ah ben, on va aller vers l'équilibre du budget des retraites à l'horizon 2037. C'est nul. C'est nul. Et donc, évidemment, son ambition réformatrice, ça devrait être de se dire comment on rénove les 5 millions de passoires thermiques. Son ambition réformatrice, ça devrait être de se dire comment on fait pour que les trains y circulent. Son ambition réformatrice, ça devrait être de se demander tous les jours comment on fait pour garder les infirmières à l'hôpital. Tous ces arguments, c'est pour que vous puissiez en causer au repas de Noël, avec les copains, les cousins, les collègues, échanger, vous motiver, qu'on baisse pas les bras d'avance, qu'il y ait une opposition dans les sondages, ça compte, qu'il y ait une opposition dans la rue, qu'il y ait une opposition dans les manifestations, qu'il y ait des tribunes, que le pays se dise, là c'est le bras armé de l'injustice. C'est vraiment le président des riches, le Robin des Bois à l'envers, qui prend aux pauvres pour donner à ses amis, qui va prendre sur les retraites des auxiliaires de vie, des agents d'entretien, mais aussi tous les autres, hein. Comme si on n'avait pas autre chose à faire. Par tant d'électricité, par tant de prix des pâtes qui bondit, tout ce qu'on a à faire, c'est de se préoccuper des déficits des retraites à l'horizon 2037, mais qui prennent l'argent là où il y en a. Là où il y a des centaines de milliards qui s'accumulent. Et la question sera résolue. Qu'est-ce qu'il y a dans tout ça pour dire que Amazon va payer ses impôts en France? Son copain Amazon. Donc on nous cause devant la bûche, au pied du sapin, et puis on se retrouve à la rentrée, motivé, comme disait Zebda, quoi. Et joyeux Noël et bonne fête. Mais bon, c'est pas le Père Noël qui a amené les retraites au pied du sapin. C'est nos grands-parents, c'est nos aïeux qui se sont bagarrés pour ça. Nous non plus, on lâche rien.